Charles de Gaulle. Rien que ce nom, il évoque à lui seul toute l'histoire de France. C'est le récit d'un homme qui, plus d'une fois, a semblé porter sur ses épaules le destin de tout un pays, dans ses pires moments comme dans ses plus grands. Un parcours vraiment hors du commun, et on va l'explorer ensemble. La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Cette citation, c'est De Gaulle lui-même qui l'a dite, et elle est un peu la clé pour comprendre toute sa vie. Une existence faite de paris complètement fous, de moments de grande solitude, mais toujours avec cette confiance incroyable en son propre destin, même quand tout semblait perdu. Mais alors, qui était vraiment cet homme, derrière l'uniforme du général et le costume du président? Comment ce personnage si complexe, qui était à la fois soldat, écrivain et homme d'État, a-t-il pu marquer aussi profondément la France du XXe siècle et même celle qu'on connaît aujourd'hui? Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre De Gaulle, il faut vraiment remonter au tout début, à ses origines, à cette ambiance familiale et intellectuelle qui va forger son caractère et lui donner, très, très tôt, cette idée qu'il est appelé à faire de grandes choses. On est à Lille en 1890. Charles de Gaulle grandit dans un milieu qui va le marquer à vie. C'est une famille catholique, plutôt conservatrice et surtout intensément patriote. Son père, Henri, est professeur d'histoire et il a combattu pendant la guerre de 1870. Autant dire que chaque soir, il raconte à ses enfants les grandes épopées de l'histoire de France. Et le petit Charles, il boit ses paroles. Il se passionne pour ces héros qui ont sauvé le pays. D'ailleurs, il se projette complètement. Sa sœur a raconté que dans leur jeu, il voulait toujours jouer le rôle du roi de France. Ce n'est pas juste un jeu d'enfant. À 15 ans à peine, il écrit dans un cahier qu'il se voit déjà général, menant l'armée française à la victoire contre l'Allemagne. C'est fou, non ? Cette idée d'avoir une mission, celle de servir et de sauver la France, elle ne le quittera plus jamais. Alors, tout naturellement, c'est dans l'armée que le jeune Charles va vouloir accomplir sa mission. Et on va voir comment ce sentiment d'avoir un destin va être mis à l'épreuve du feu, mais aussi comment il va se heurter au conservatisme des chefs militaires de l'époque. En 1908, il entre dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Il se fait remarquer, d'abord par sa taille, 1,96 m, qui lui vaut le surnom de la grande asperge, mais aussi par son caractère bien trempé et son ambition. Il y a un détail qui en dit long, à la sortie de l'école, il choisit l'infanterie. C'est l'arme du combat au corps à corps, du sacrifice, alors que beaucoup de ses camarades rêvent de la cavalerie, bien plus prestigieuse, mais que lui, il juge déjà dépassée. Il a compris que la prochaine guerre se jouerait au sol. Et la Première Guerre mondiale éclate. Il y combat avec un grand courage, il est blessé 3 fois. En mars 1916, pendant la terrible bataille de Verdun, son régiment est décimé. On le croit mort, mais il est fait prisonnier. Il va passer 32 mois en captivité en Allemagne. Pour cet homme d'action, c'est un véritable supplice. Il vit ça comme une humiliation, il se sent comme un soldat inutile pendant que les autres se battent, mais sa détermination est intacte, il tente de s'évader 5 fois. Sans succès. Après la guerre, De Gaulle analyse beaucoup ce qui s'est passé. Et il comprend, bien avant les autres, que la technologie a tout changé. Il sent que les chars et l'aviation vont jouer un rôle absolument décisif. Dans son livre « Vers l'armée de métier », publié en 1934, il propose une vraie révolution. Créer un corps de blindés autonome, avec des soldats professionnels, capables de lancer des attaques éclairs et dévastatrices. Mais sa vision, elle se heurte à un mur. Le haut commandement français est encore traumatisé par les massacres de 14-18, et il ne pense qu'à la défense. On préfère construire la fameuse ligne Maginot, cette immense forteresse censée nous protéger. Les idées de Gaulle sont balayées d'un revers de main. Ses chefs le surnomment ironiquement le colonel Motors. Et le pire, c'est que son ancien mentor, le très respecté maréchal Pétain, dit publiquement que ses théories sont des fantasmagories. L'ironie tragique dans tout ça, c'est que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, ses livres sont lus avec la plus grande attention. Ce rejet, cet aveuglement de l'état-major, ça prépare le terrain pour la plus grande catastrophe de l'histoire moderne de la France. Mais c'est aussi de ce désastre que va naître le moment fondateur, celui qui va faire entrer De Gaulle dans la légende. En mai 1940, c'est l'impensable. L'armée allemande lance son offensive, la fameuse Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est exactement la stratégie que De Gaulle avait imaginée. Des divisions de chars qui percent les lignes, soutenues par l'aviation. L'armée française, elle, est préparée pour une guerre de tranchées, et elle est complètement dépassée. En quelques semaines, c'est la débâcle. La France s'effondre. De Gaulle, qui vient d'être nommé général et qui est brièvement au gouvernement, essaie de convaincre tout le monde de continuer le combat depuis l'Afrique du Nord. Mais personne ne l'écoute. Le 17 juin, le maréchal Pétain, le héros de Verdun, devenu chef du gouvernement, annonce à la radio qu'il faut cesser le combat. Il demande l'armistice. Pour la grande majorité des Français qui sont sous le choc de la défaite, c'est un soulagement. La guerre semble finie. Pour beaucoup, c'est la fin de tout espoir. Mais un homme refuse cette fatalité.
Le lendemain, le 18 juin 1940, depuis Londres où il vient d'arriver, ce général quasi inconnu lance un appel sur les ondes de la radio anglaise, la BBC. Très peu de gens l'entendent ce jour-là, mais le message est historique. Et il y a cette phrase « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». C'est un acte de désobéissance incroyable, un pari complètement fou. Condamné à mort par le nouveau régime de Vichy, il incarne à lui seul, ou presque, une France qui refuse de se rendre. À partir de là, De Gaulle va bâtir la France libre. Au début, ce n'est quasiment rien. Quelques officiers, pas d'argent, pas d'armée. Il doit se battre pour convaincre les Alliés, et notamment Winston Churchill, qui le soutient, mais se méfie de son caractère, disons, inflexible. Il s'impose petit à petit comme le chef d'un gouvernement en exil, le représentant légitime de la France qui continue le combat. Après 4 longues années de lutte, son obstination finit par payer. Le 25 août 1944, l'image est iconique. De Gaulle descend les Champs-Élysées dans un Paris fraîchement libéré. Son discours à l'Hôtel de Ville est un coup de génie politique. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. En insistant sur le fait que Paris a été libéré par lui-même, par son peuple, il replace immédiatement la France dans le camp des vainqueurs et il redonne sa fierté à toute une nation. La guerre est gagnée, mais un autre combat, tout aussi difficile, commence. Il ne s'agit plus de libérer le territoire, mais de reconstruire un pays en ruine et surtout de lui donner des institutions solides et un État qui tienne la route. Son parcours politique juste après la guerre est assez mouvementé. D'abord, il dirige le gouvernement provisoire et il prend des décisions majeures, comme le droit de vote pour les femmes. Mais en janvier 1946, surprise, il claque la porte. Il est en désaccord total avec la nouvelle constitution de la 4e République. Pour lui, c'est un retour au régime des partis, instable et inefficace. C'est le début de ce qu'on a appelé sa traversée du désert. 12 longues années, loin du pouvoir, pendant lesquelles il écrit ses magnifiques Mémoires de guerre. Et puis, en 1958, la France est au bord de la guerre civile à cause de la guerre d'Algérie. Face à ce chaos, le pays se tourne vers le seul homme qui semble capable d'éviter le pire, De Gaulle. Il accepte de revenir, mais il pose une condition, changer les institutions. C'est comme ça que naît la 5e République, le système politique qu'on a encore aujourd'hui. L'idée, c'est de rompre avec cette instabilité permanente du passé. Pour ça, la nouvelle constitution met en place un pouvoir exécutif fort, avec un président de la République puissant au-dessus des partis. Et à partir de 1962, il sera même élu directement par tous les citoyens. C'est une vraie révolution dans l'histoire de la République française. Une fois de retour au pouvoir, De Gaulle va présider la France pendant plus de 10 ans. Alors, après une vie pareille, une vie de combat, quel est l'héritage que laisse ce géant de l'histoire ? Son bilan est tout simplement immense. Il a donné à la France des institutions stables. Pour garantir l'indépendance du pays en pleine guerre froide, il la dote de l'arme nucléaire. Il mène une politique étrangère qui se veut indépendante, une sorte de 3e voie entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il scelle de façon spectaculaire la réconciliation entre la France et l'Allemagne avec le chancelier Adenauer. Il prend la décision, très difficile et douloureuse, de mettre fin à la guerre d'Algérie. En mai 1968, il doit faire face à une révolte étudiante et ouvrière sans précédent qui secoue son pouvoir. Et un an plus tard, en 1969, après avoir perdu un référendum, il démissionne, fidèle à ses principes. Il se retire et meurt l'année d'après, en 1970. Mais derrière l'homme d'État, il y avait aussi un homme plein d'esprit, très conscient de sa propre légende. Un jour, il a lâché cette phrase assez surprenante à son ministre André Malraux, une phrase pleine d'humour et de lucidité. « Au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. » Une façon un peu malicieuse de reconnaître l'ampleur de son propre mythe. Alors, De Gaulle, personnage historique ou mythe politique ? Sûrement un peu des deux. Plus de 50 ans après sa mort, son héritage, ce qu'on appelle le gaullisme, cette idée d'une France indépendante, d'un État fort et de ce lien direct entre un chef et le peuple, continue d'influencer très profondément la politique française. C'est bien la preuve que l'empreinte de cet homme sur le destin de la France est encore loin, très loin de s'être effacée.